Une fois. Allez, on va parler maintenant pétrole avec cette idée du gouvernement français qui est de puiser dans les réserves stratégiques de français. On ne savait pas qu'il y avait des réserves stratégiques. Eh bien si, on pourrait puiser dans ces réserves pour faire baisser le cours du pétrole parce que chaque jour, on bat des records à la pompe. Jean-Loup Chilianski, bonjour. Merci d'être là. Vous représentez justement l'industrie pétrolière. Face à vous, Thomas Porcher, bonsoir. Vous êtes professeur à l'École supérieure de gestion économiste et vous avez écrit un livre très critique sur Total. L'indécence précède l'essence, enquête sur un total scandale. Avant de parler de cette idée de puiser donc dans les réserves françaises, un mot quand même sur ce qui se passe en mer du Nord avec cet incendie sur cette plateforme de Total et ce risque important d'explosion. Vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est pas un incendie, c'est une fuite de gaz. Une fuite de gaz. C'est un puits qui exploitait du gaz et des condensats et il y a une fuite sur ce puits. Effectivement, c'est une situation, c'est un incident sérieux, très sérieux. Et écoutez, toutes les mesures là sont en train d'être prises pour limiter l'impact de cette fuite. On dit que c'est le gaz. plus gros incident pour Total depuis au moins 10 ans. Oui, c'est un très gros incident parce que c'est très difficile de bloquer une fuite de gaz dans une plateforme en mer. Mais d'un autre côté, ça n'est pas une pollution de pétrole. Hein, c'est pas, il y a pas du pétrole qui s'échappe de ce puits comme il y a eu dans le Golfe du Mexique. C'est du gaz. C'est extrêmement embêtant, c'est très sérieux, mais ça n'est pas du pétrole. Comment faire baisser le prix des carburants, donc puiser dans nos réserves stratégiques? C'est ce que propose le gouvernement français. Alors déjà, on apprend qu'il y avait des stocks de pétrole cachés, c'est ça? Il y a toujours des stocks stratégiques quand on est un pays qui fait partie de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. On est obligé d'avoir 3 mois à peu près de consommation en stock stratégique de côté. On avait déjà débloqué ces stocks stratégiques en juin pour compenser la perte de la production de la Libye. Et il y avait eu un effet qui avait duré à peine 3 semaines sur les prix du pétrole. Bon voilà, moi je pense que c'est un pansement qu'on met sur une grosse blessure ouverte. C'est-à-dire que oui, c'est sûr que là, si on met 2 millions de barils en plus, parce qu'on ne sait pas encore, mais ça 2 fait millions de baisser barils les en prix plus, automatiquement. ça va faire baisser les prix. On espère que l'essence va suivre aussi rapidement. Mais rapidement, le marché, les fondamentaux reprendront leurs droits. Hein. Oui, ça, et puis surtout que ces stocks, si j'ai bien compris, servent en cas de crise internationale, comme par exemple la Libye. En ce moment, il n'y a pas une crise internationale particulière qui explique l'envolée des prix. Ce qui est dit simplement, c'est que la tension géopolitique en Iran justifie une mesure de cette nature. Hein, et que parce qu'il y a plus de tension aujourd'hui qu'hier ou il y en a depuis déjà 2-3 mois, donc c'est ça qui justifie la demande en tous les cas, qui semble être posée par les États-Unis, l'Angleterre et la France. Et qui donne l'accord en fait à ce déblocage de stock? C'est l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, qui gère les stocks stratégiques, qui gère les montants. Et comme on vient de le dire, c'est environ 3 mois de consommation en France comme dans les autres pays du monde. Alors pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est la campagne électorale? Non, mais écoutez, ça c'est une question politique à laquelle je répondrai pas. C'est la question que tout le monde va se poser, forcément. Mais n'empêche que c'est une décision de l'AIE. La France seule ne peut pas prendre cette décision. Oui, mais à la demande de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne. De la Grande-Bretagne. Donc c'est une demande quand même de pays très importants. Et la France était plutôt opposée au début. Ça venait vraiment des États-Unis et de l'Angleterre, même si bon maintenant ça prend tellement une grande ampleur. Vous savez qu'il y a 50% des Français qui vont leur vote va être influencé par le prix de l'essence. C'est un sondage qui est tombé aujourd'hui. Quand le prix de l'essence augmente, il touche quand même la moitié, enfin les 5 premiers déciles des revenus les plus pauvres. Donc pour vous, c'est une mesure électorale alors? Non, il n'y a pas que ça, je pense, parce qu'on l'a quand même fait en juin. Si on l'avait pas fait en juin, je dirais que c'est une mesure électorale. Mais comme on l'a fait en juin déjà pour la Libye, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est du court terme pur et dur. Ça, c'est sûr. Pur et dur. Donc ça ne résout pas le problème de fond de cette envolée des prix. C'est sûr, absolument pas. Non, je suis d'accord, c'est pas une solution structurelle au problème du prix du pétrole. N'empêche que s'il y a une bouffée d'oxygène qui peut permettre de faire baisser un peu les prix à la pompe, même pendant quelques semaines, ce serait bête de s'en priver. C'est 17 millions de tonnes de pétrole brut, c'est ça? Oui, en tout. Écoutez, en juin 2011, l'AIE avait relâché 11 millions de tonnes de pétrole, ce qui est considérable. Hein. Mais c'était une action concertée de tous les pays et ça représentait 2% des stocks stratégiques. Alors, on comprend toujours pas pourquoi les prix s'envolent autant en ce moment. Parce que certes, il y a la tension internationale, mais j'ai envie de dire qu'elle est quasiment permanente, cette tension. Pourquoi, particulièrement en ce moment, on bat des records? Il y a quand même une prime de risque qui a été créée sur le marché des fondamentaux, c'est-à-dire que l'Iran quand même inquiète beaucoup le marché du pétrole et donc le prix est tiré à la hausse, ça c'est sûr. C'est psychologique donc.
Oui, parce que les fondamentaux, en fait, là, l'offre, il y a toujours des tensions sur le prix du pétrole naturellement, parce que l'offre est toujours essaye de suivre la demande qui est tirée par les émergents, hein, et l'OPEP produit par quota, donc il adapte son offre en fonction de la demande. Mais grosso modo, là, il y a une prime de risque supplémentaire à cause de l'Iran. Voilà, et donc c'est cette partie qui fait bouger le prix de l'essence, hein, parce que vous savez, la TIPP, c'est une taxe additive, en fait, qu'on met en plus de cette partie qui augmente d'une partie des 30% du prix de l'essence qui représente le prix du pétrole. Donc, en fait, le prix de l'essence est tiré par la hausse des prix du pétrole en ce moment. C'est vrai. Dire le contraire, ce serait faux. Non, c'est vrai, mais cette prime de risque, elle est réelle. Il ne faut pas croire que c'est simplement une imagination. Si demain, il y a un incident en Iran, si jamais le détroit d'Ormuz est bloqué pour une raison ça sera ou pour pire, une ça sera autre, encore plus cher. bah, donc c'est cher avant la crise, ça sera encore plus cher pendant la crise. Non, parce que les opérateurs ont peur. Enfin, ils anticipent des incidents. Il y a la spéculation en ce moment. Mais vous pouvez perdre, hein, parce que si demain pour l'instant on gagne, en tout cas ceux qui spéculent. Mais si demain la situation, on gagne sur le dos des automobilistes. Donc on gagne pas sur le dos des automobilistes. C'est le prix du marché du pétrole brut. On peut pas faire autrement de l'accepter. On peut pas faire autrement. L'automobiliste n'a pas d'autre choix que de payer chaque jour plus cher son carburant. Non, vous avez raison, mais on donne l'impression que ça gagne à tous les coups. Ça gagne pas à tous les coups. Hein. En 2008, le prix du pétrole a été divisé par 3 en l'espace de 6 mois. Et ceux qui avaient à ce moment-là acheté cher, ils se sont trouvés dans une situation difficile. C'est toujours plus long. Oui, mais la répercussion à la baisse. Ça, c'est pas notre avis. Mais en tous les cas, si vous aviez acheté du pétrole à $100 le baril, vous le revendiez à $40 le baril. Oui, justement, si là, ce que veut l'AIE est mis en place et qu'on libère du pétrole, le prix du pétrole va descendre sur les marchés. Et j'aimerais bien que tout le monde, l'UFIP, mais aussi la DGCRF, la DGEC, Besson, etc., vérifie quand même qu'il y a une répercussion à la baisse des prix de l'essence. Vous n'êtes pas sûr alors il y aura une baisse du cours du pétrole, mais c'est pas sûr que la répercussion soit automatique à la pompe. Ça, il faudrait, je serais très vigilant. Et pourquoi vous n'êtes pas sûr? Parce que moi, je vous ai dit, j'ai fait une étude, même si on n'est pas d'accord là-dessus, j'ai fait une étude sur 20 ans. Il y a eu une étude de l'INSEE qui a été faite en 2002. Il y a eu une étude qui a été faite par une association, etc., qui montre que les répercussions ne sont pas équitables quand le prix du pétrole monte que quand il baisse. Autrement dit, les compagnies en profitent pour... Ils répercutent plus rapidement et de plus grande ampleur les hausses que les baisses. C'est ce qu'a dit mon étude. Alors, moi, je l'ai fait sur 20 ans. La DGCRF l'a fait sur 15 jours. Peut-être que sur 3 ans, c'est autre chose. Moi, je l'ai fait sur 20 ans, c'était pas ça. Donc là, on vérifiera. On sera très vigilant. Si le prix du pétrole baisse, il faut absolument que le prix de l'essence baisse. Est-ce que l'UFIP vérifiera précisément s'il y a une véritable répercussion à la pompe? Bien sûr. Si les prix du pétrole baissent, à cause de l'intervention des stocks stratégiques, vous verrez les prix des carburants baisser dans la même proportion. On voit que ce problème du prix des carburants est au cœur de la campagne électorale, avec des propositions, notamment du candidat socialiste François Hollande, qui parlait d'un blocage des prix sur quelques mois, et ensuite d'une réforme de la TIPP, avec le retour de la TIPP flottante. Vous en pensez quoi? Moi, la TIPP flottante, je pense que c'est une très mauvaise idée, parce que ça marche à partir du moment où il y a des hausses des prix du pétrole et des baisses des prix. Or là, structurellement, depuis plusieurs années, le prix est orienté à la hausse. Voilà, il n'y a eu qu'une baisse pendant la crise de 2008, mais sinon, depuis 2004, il est orienté à la hausse. Donc ça coûterait cher à l'État. Une perte énorme pour l'État. Par contre, le blocage des prix, à condition, bien sûr, d'assurer une marge minimum pour les pétroliers les plus fragiles, que sont les raffineries, les stations-service indépendants, etc. Mais bloquer les prix pour reposer tout sur la table, pour changer de type de taxe, pour mieux repartager la taxe entre le consommateur actif et le consommateur du dimanche, par exemple, que je suis, ou entre le pétrolier et le consommateur, je pense que ça, c'est absolument nécessaire. La taxe additive de la TIPP, c'était valable il y a 10 ans quand le prix du pétrole était à $20. Ce n'est plus valable aujourd'hui. Bloquer les prix, ça voudrait dire quoi si on ne change pas les taxes? Ça voudrait dire qu'on prendrait sur les résultats des opérateurs, les résultats des distributeurs. Les distributeurs, c'est 1 centime d'euro du baril. C'est ça le résultat net. Alors moi, je veux bien qu'on se batte pour 1 centime d'euro du baril, mais c'est pas ça qui va changer la physionomie des choses. Et si les distributeurs vendent à perte, c'est-à-dire que s'ils achètent le pétrole plus cher qu'ils ne le vendent, ils vont arrêter d'opérer, tout simplement. Alors, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qui choque quand même l'opinion publique, c'est de voir que l'État s'enrichit un peu sur le dos des automobilistes. Quand le pétrole monte, les taxes augmentent et finalement ça fait plus d'argent pour Total, plus d'argent pour l'État et moins d'argent dans le porte-monnaie. Je suis d'accord, mais le prix du marché, le prix du pétrole, c'est le même prix ici qu'en Angleterre, en Allemagne, partout. Si on veut vraiment une mesure pour bloquer les prix, c'est les taxes. Il n'y a pas 3 façons de faire. En bloquant les taxes ou en les réduisant, vous obtiendrez un prix bloqué à la pompe. Ou en les repartageant mieux.
On doit peut-être les réduire, mais les repartager aussi mieux. Alors l'Angleterre l'a déjà fait parce qu'ils ont de l'exploration, nous n'avons pas de l'exploration, mais on peut quand même trouver des situations alternatives. Et il ne faut pas croire, parce qu'il y a beaucoup de gens, même des écologistes, qui disent que quand le prix de l'essence, quand le prix du pétrole augmente, ça favorise la transition énergétique. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, le prix était à $20. On m'a dit s'il dépasse $30, c'est la transition énergétique. Aujourd'hui, il est à $120, il n'y a pas de transition énergétique. Mais la transition énergétique, on en parle, on fait de grandes déclarations, mais est-elle vraiment lancée cette transition? C'est assez timide d'ailleurs dans la campagne présidentielle, il n'y a pas beaucoup de propositions, peut-être simplement du côté d'Eva Joly, mais les autres. Attendez, je vais vous donner un exemple. Là, en France, quand vous achetez un litre d'essence ou un litre de diesel, il y a 10% de biocarburant dedans. Dire qu'aujourd'hui, on n'utilise pas d'autres sources d'énergie que les carburants fossiles, c'est faux. La transition énergétique, en tous les cas, en ce qui nous concerne, a commencé. Alors, votre intérêt, c'est qu'elle commence pas trop vite, la transition énergétique, parce qu'on vend du pétrole. Non, mais elle est là. Écoutez, de toute façon, le pétrole, on le vendra. Je veux vous dire. Et nous, on n'est pas du tout contre ça. C'est pas. Vous n'êtes pas contre l'électricité, pas contre. On aura besoin de tout. Ou autre, On aura besoin de tout. De toute façon, la demande est tellement galopante dans les pays émergents, on l'a dit tout à l'heure, que de toute façon, ce pétrole qu'on produit, on le vendra. Donc ça veut dire que dans l'avenir, ceux qui pourront rouler seront les pays émergents et nous, il va falloir faire des efforts, moins rouler, utiliser d'autres modes d'énergie. Ouais, mais ça va être un peu ça. Et je pense que le premier substitut au pétrole, c'est les possibilités de transport. Moi, j'habite à Paris, je n'ai pas de voiture, comme beaucoup de jeunes Parisiens maintenant, parce qu'ils ont. Mais quand on habite en centre-ville, c'est toujours plus facile. Exactement. Je suis exactement d'accord avec vous. Donc, il faut lancer des grands travaux d'infrastructure de transport. Il y a aussi l'éducation. Il y a aussi plein de choses comme ça qui permettent d'assurer une meilleure transition énergétique. Mais ce ne sera pas la hausse des prix de l'essence. Ce ne sera pas plus taxer les prix de l'essence. La transition énergétique, elle se fait pas que en taxant le consommateur. Elle se fait aussi en taxant le producteur. C'est une fausse idée qu'on a en économie que si on taxe le consommateur, on permet une meilleure transition. C'est complètement faux. Taxer le producteur, c'est aussi rendre d'autres énergies beaucoup plus rentables que l'énergie qu'est le pétrole actuellement, qui par rapport à l'effort humain est très rentable. Un dernier mot, c'est vrai qu'on a constaté une baisse de la consommation des carburants parce que les Français font attention, roulent un peu moins vite, d'une façon plus souple. Deux chiffres. Aujourd'hui en France, on consomme autant de pétrole qu'il y a 25 ans. Ça veut dire que la consommation est stable. Et d'année en année, sur les 10 dernières années, la consommation a baissé. Aujourd'hui, on consomme moins de pétrole en 2011 qu'on en a consommé en roulant plus, quand même. En roulant plus, mais avec beaucoup plus d'efficacité. Merci, messieurs. Dans un instant, Routel Krief sur BFM TV. Soyez fidèles. Et puis nous, on va se retrouver demain